Bonjour, merci d'être venu pour cette avant-dernière conférence de notre cycle consacré à Paris, capitale du tourisme. Donc c'est l'avant-dernière conférence. La prochaine, il y a une pause pour les vacances et la prochaine aura lieu le 4 mars. Je vous signale que certains d'entre vous le savent et certains d'entre vous sont présents, que nous avons entamé hier, que le comité organise donc avec les archives de Paris, un autre cycle de conférences qui a commencé donc hier, qui s'appelle « Les arts du superflu, un luxe indispensable ». Et donc il y a 10 conférences. La première a eu lieu hier et la prochaine aura lieu le 10 mars. Et sera consacré à la fabrique des fleurs artificielles. Donc le cycle est consacré à l'industrie du luxe à Paris. Et donc la prochaine, le 10 mars, consacrée aux fleurs artificielles. Il y en a 3 en mars. Et c'est le jeudi, donc 10 mars, et c'est à 17h. Nous avons un 3e cycle en cours à la mairie du 11e, consacré au mécénat et à la philanthropie. Et là, c'est les derniers jeudis de chaque mois, et c'est à 12h30. Voilà, alors pour le cycle qui nous concerne, donc aujourd'hui, je suis très contente donc d'accueillir 3 chercheurs qui ont participé au livre Bon baiser de Paris qui accompagne l'exposition dont je parle à chaque séance, qui est encore jusqu'au 31 mars à la Galerie des Bibliothèques rue Malher et pour laquelle vous avez des visites guidées le jeudi soir. Et donc pour le livre qui accompagne cette exposition, un des articles a été écrit par les 3 chercheurs qui viennent aujourd'hui nous présenter leurs recherches. Et donc le titre de la conférence d'aujourd'hui, c'est « Visiter Paris, sa banlieue, ses environs, de 1820 à aujourd'hui ». Donc je suis très contente de recevoir Saskia Cousin de l'Université Paris 5 Descartes, Sébastien Jacot de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et Gaël Charéron à l'École supérieure d'ingénieurs de Léonard de Vinci. Donc Saskia Cousin est chercheuse en anthropologie, Sébastien Jacot en géographie et Gaël Charéron en informatique. Et je leur laisse tout de suite la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous, on est très honorés et un peu intimidés d'être ici. Alors, on va faire une conférence à 3 parce qu'on développe des programmes de recherche tous les 3. Donc, Gaël est chercheur en informatique. Alors, juste pour vous dire, je suis restée bloquée dans un tramway. Donc, du coup, la dernière version du PowerPoint, ils vont la découvrir sur place. Donc, ça va être un exercice un peu commedia dell'arte, d'improvisation. Bon, on connaît notre travail, nos travaux respectifs. Mais voilà, si des fois on passe des images plus vite que prévu, c'est parce qu'en fait, ils ne sont pas forcément... ils n'ont pas eu la dernière version pour cause de visite de banlieue dans un tramway en panne. Voilà, donc visiter Paris, sa banlieue, ses environs. Nous, on travaille plutôt sur Paris et sa banlieue et le Grand Paris aujourd'hui, mais on va commencer par revenir évidemment sur cette idée de qu'est-ce que c'est les environs de Paris, qu'est-ce que c'est la banlieue depuis qu'il y a des guides touristiques. Donc, première partie, je vais vous parler, on va se passer la parole, la question des marges. Comment aussi Paris, en fait, comment grandir, rapetisse Paris. Il y a notre imaginaire parisien ou grand parisien, francilien, mais l'imaginaire des touristes n'est pas du tout le même. Et on va voir que la question de la frontière mentale du périph', elle se pose pas vraiment pour les touristes selon les mêmes, de la même façon que pour les Parisiens. Donc les guides, vous en avez déjà entendu parler dans plusieurs conférences, j'imagine. Les guides sont très anciens. Hein. Je vous ai mis deux exemples. Les premiers guides qui parlent des environs de Paris avec un sujet où c'est un sujet en soi, c'est 1820. Là, en fait, c'est un guide de 1553 et un autre sur l'étranger Paris et ses environs. C'est à partir de 1820 que Johan et puis la suite va commencer à distinguer entre Paris et ses environs et qui va se structurer au sein des guides de Paris une partie sur les environs pour bientôt avoir des guides qui vont être consacrés à la question de la banlieue et des environs. Donc c'est très ancien. Ce qui va en fait changer, ce n'est pas le fait de distinguer Paris, la banlieue, puis les environs, ça va être de distinguer ce qui est la banlieue et ce qui est les environs et pourquoi et en quoi c'est intéressant. Et c'est ça qu'on va voir, c'est ça qui va changer. Donc juste pour rappel, ce qui est intéressant quand on s'intéresse aux frontières touristiques, c'est-à-dire ce qui est Paris, ce qui est la banlieue, ce qui est les environs, eh ben on va s'apercevoir que en fait ça va suivre les lignes des fortifications et qu'aujourd'hui encore le cœur touristique de Paris, il est pas celui des frontières du périphérique, il est vraiment le cœur
ancien. Et donc là, je vous ai mis une carte ancienne du département de la Seine, où finalement, ça nous parle aussi d'aujourd'hui, puisque ce petit cœur de Paris avant 1860, c'est aujourd'hui le cœur du Paris touristique. Et cette zone qui est située entre, qui était à l'époque donc faisait partie du département de la Seine, Belleville, Ménilmontant, Montmartre, etc., vont être rattachés plus tard, et aussi dans l'histoire du tourisme vont être considérés longtemps comme une zone périphérique touristique. Donc ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en fait le tourisme suit, en fait, comme c'est le cas du métro aussi, va suivre ces frontières-là. Là, une autre carte de 1841 cette fois. Donc là, on voit très bien ces zones, et qu'on trouve dans les guides de l'époque. La zone qui est entre les fortifs et les je vais y arriver, et le centre de Paris, c'est ça qui est la banlieue dans les guides, et tout le reste c'est les environs. Donc Saint-Denis fait partie des environs, de la campagne. On nous dit il y a pas grand-chose à voir. En gros, il y a la basilique, et puis on parle de la campagne. On va y revenir tout à l'heure dans le détail. Et donc la banlieue, c'est ce qui est aujourd'hui les quartiers, les arrondissements à 2 chiffres. Ce qui va intéresser à l'époque le visiteur étranger notamment, mais pas seulement, c'est les monuments. Et ça, c'est le nouveau quartier après l'expo universelle. Voilà, ce qui est le nouveau Paris monumental. Donc déjà, c'est vécu à l'époque comme un élargissement de Paris, du Paris touristique, d'accord, puisqu'on est passé d'un discours sur la périphérie, c'était finalement l'île de la Cité, à maintenant un Paris monumental plus important. Et donc ça nous parle aussi des centralités touristiques d'aujourd'hui. Donc je vais faire des sautes dans le temps. Et donc là, on voit un peu le cœur des hauts lieux touristiques dans Paris, et vous voyez que vous retrouvez le même type de frontières. Donc quand on travaille sur tes frontières, on voit ça. Aujourd'hui encore, alors ça c'est un objet souvenir qu'on va trouver dans les magasins pour touristes, pour essuyer ses lunettes, vous voyez, et donc vous voyez le tracé en fait, et celui des différentes fortifications, octrois, etc. Donc, ce qui est intéressant quand on travaille sur l'exposition universelle, c'est que c'est un moment en fait où on lance des choses vers la banlieue. Évidemment, ça permet de repenser Paris. C'est un des premiers lieux du tourisme de masse. C'est 33 millions de visiteurs. En fait, de visites, parce qu'il y a des gens qui viennent plusieurs fois, mais 33 millions de visites à l'expo universelle. Et donc, on a ce type et là, vous voyez, tout au fond, on voit la gare du Nord et la ville de Saint-Denis. Et donc, il y a des récits de l'époque qui nous racontent, par exemple, que l'aide du maire de Saint-Denis pour l'exposition, alors c'est celle d'avant, là. Vous voyez, là, ça, c'est par exemple une erreur de slide, parce qu'elle aurait dû être avant, mais il y a déjà des gens qui vont aller loger à Saint-Denis et à qui on va essayer de faire visiter autre chose que l'exposition. Et puis, dès cette époque-là, il commence à avoir des réflexions sur, alors pour des raisons aussi militaires, mais par exemple, ça c'est une carte postale allemande qui montre où se trouvent les forts, en fait. Et quand on va réfléchir aujourd'hui à comment se diffuse le tourisme en Île-de-France, on va retrouver donc plus loin que la zone, les fortifs, le périph', ces zones de forts qui vont aujourd'hui délimiter finalement l'offre qu'on avait appelée l'offre touristique du Grand Paris, en fait la petite couronne, et qui deviennent assez rapidement des lieux touristiques. Et donc aujourd'hui, par exemple, on va trouver ce type de carte en fait, où là on a finalement une disparition de la banlieue comme zone urbanisée, ce qui va être promu, c'est finalement ce qui était promu comme les environs en 1850, c'est-à-dire les environs de Paris qui seraient un lieu naturel en fait de campagne. On sait très bien que c'est pas le cas, en tout cas c'est pas que le cas, mais on va effacer en fait de la carte l'industrialisation pour présenter en fait des environs de Paris qui sont liés. Et puis dernière chose, les environs. Alors ça c'est un travail qu'on va peut-être vous détailler tout à l'heure, qu'on fait sur ce qu'est Paris pour les gens. Et ce qui est intéressant, c'est que ces frontières en fait elles sont très relatives. Donc il y a un cœur de Paris hyper-centre. Ensuite, il y a une banlieue qui va bouger, en fait, qui va de Belleville et qui maintenant est plutôt Saint-Denis, Petite Couronne. Et puis des environs qui sont peut-être pour vous et moi l'Île-de-France. Mais pour un touriste qui vient des États-Unis et qui va faire du tourisme des mémoires en Normandie, eh bien, la Normandie est la banlieue de Paris. Pour un tourisme asiatique qui va venir une semaine en Europe, l'excursion à Aix-en-Provence est une excursion parisienne. Donc l'imaginaire touristique n'est pas géographique, il est lié à la distance, son origine sociale, mais aussi la distance d'où on vient. Et plus on revient,
plus Paris va se rétrécir finalement, puisqu'on va avoir une appréhension où, au bout de la 3e fois, par exemple, un touriste asiatique qui va venir pour la 3e fois en France, pour lui, Aix-en-Provence ne fera plus partie de l'excursion parisienne. Voyez, et ça, c'est non pas lié à la géographie ou à l'histoire du tourisme parisien, des politiques publiques parisiennes ou des guides, mais bien le regard du visiteur. Et nous, ce qui nous a intéressé, ça a été, en tant que chercheur, de travailler sur ce regard, ces commentaires, ces pratiques des visiteurs, pour voir comment est-ce que Paris, qu'est-ce que c'était Paris dans l'imaginaire des visiteurs. Donc ça, concrètement, en fait, on prend tous les commentaires qui sont postés sur TripAdvisor, un site de partage de commentaires, et on regarde donc c'est Sébastien, je vais passer la parole si tu veux, qui regarde quand on est en Normandie comment on parle de Paris. Ça, c'est une compilation de l'ensemble des commentaires qui sont postés sur TripAdvisor sur les lieux de mémoire en Normandie. C'est-à-dire que là, la représentation que vous avez est basée sur une analyse quantitative à partir des mots les plus fréquents dans les commentaires postés sur des sites de mémoire liés aux plages du débarquement. Et ce qui nous a frappé, c'est la grande récurrence de la mention à Paris. Parce que, et finalement, en interprétant, en allant un peu plus loin dans l'interprétation de ces données, on se rend compte que cette grande récurrence est liée au fait que cette visite des sites de mémoire fait partie intégrante de la découverte effectivement de Paris. Et c'est une excursion, en fait. On est là pour la Normandie, d'une certaine façon, pour les acteurs publics, c'est plutôt un point négatif. La Normandie est une excursion depuis Paris pour un certain nombre de touristes, notamment nord-américains, de la même façon que le circuit du souvenir en Picardie, lié à la bataille de la Somme en 1916, est également une excursion pour un grand nombre de touristes australiens qui se rendent à Paris et qui, durant leur séjour à Paris, en profitent pour se recueillir sur les sites mémoriels australiens, dans le cadre de l'Anzac Day notamment. Voilà, donc en fait, on retrouverait le même ensemble de choses à partir de Chambord ou Aix-en-Provence, comme l'a mentionné Saskia. C'est-à-dire qu'en fait, l'ère de signification de ce qu'est la destination Paris s'étire et prend des frontières variables. Voilà, et c'est un peu ça le propos de ce premier point, effectivement. Donc là, on va revenir dans le cœur de Paris. Donc là, on vous a montré un peu que ces frontières, elles sont très mouvantes. Et au fait, au sein de Paris, il y a aussi des frontières. Et donc, on va vous parler de ça à partir du travail qu'on fait avec Gaëlle, qui est l'extraction de ce qu'on appelle le big data, c'est-à-dire toutes les données qui sont postées en ligne par les gens qui vont prendre des photos lors de leur voyage. Donc, je te laisse la parole, Gaëlle, pour expliquer 2 minutes. Donc l'idée là par exemple c'est un site de partage qui est Panoramio où vous pouvez partager vos photos et généralement les photos qui sont partagées, on en voit des extraits ici, sont des photos plutôt artistiques, c'est pas des photos, c'est pas des selfies, des choses comme ça. Et on s'est intéressé à voir comment toutes ces photos postées dessinaient en fait des densités. Ça c'est un autre site, c'est Flickr. Pareil, ça c'est les interfaces web qui montrent les photos. Là ça montre qu'il y a plus de 2 millions de photos qui sont géotaguées en fait sur Paris. Donc les gens ont mis des photos, on peut suivre quelqu'un qui fait une balade sur la Seine, on peut suivre différents déplacements. Et tout ce qu'on fait, c'est qu'on agrège toutes ces données-là pour voir comment, sur une carte, on peut représenter autrement cette information-là. Donc ça, c'est si on prend tous les points photos et qu'on les trace, Paris est complètement... et tout l'espace est photographié. On n'a pas de... Enfin, il y a quelques coins au bois de Boulogne encore qui sont pas photographiés... au bois de Vincennes, pardon. Les bois de Boulogne qui ne sont pas photographiés, mais sinon tout le cœur de Paris est photographié. Donc ce qu'il faut, c'est mettre en évidence, à travers certains algorithmes, des densités. Donc là, par exemple, on a ce qu'on appelle une carte de chaleur. Plus la couleur plus on est dans le rouge, plus la densité de photos est importante. Donc on voit que ça nous dessine les grands axes, on voit le fort de Vincennes, on va voir le cimetière du Père-Lachaise, et tout l'hypercentre de Paris qui est à très forte densité de photos. Donc ça, c'est une autre représentation. Mais c'est les mêmes données en fait et c'est des différentes visualisations. On se questionne aussi énormément sur comment représenter cette information-là. Parce que vous avez vu la première carte, tout est rouge, on ne peut rien en tirer. Comment on arrive à faire émerger l'information qui nous intéresse ? Donc en fait, là, c'est des travaux qui ne sont pas de notre fait, c'est réalisé par des chercheurs allemands, une équipe coordonnée par Tim Freitag de l'Université de Fribourg, qui s'intéresse sur les circulations des touristes. Et on y reviendra aussi à travers nos travaux sur le big data, comment appréhender les circulations touristiques, parce que finalement, on se heurte à un contexte où on sait qu'il y a tant et tant de millions d'entrées à la Tour Eiffel, tant et tant de millions d'entrées à Notre-Dame, bon là qui est plutôt basé sur des estimations, il y a une relation
visiblement entre le nombre de cierges et la fréquentation du site. Il n'y a pas de comptage, il n'y a pas de droit d'entrée, mais il y a beaucoup d'espaces où on ne sait pas trop. On a, en tant que Parisien, une appréhension directe. On voit des densités de personnes, on voit des cartes touristiques, on voit des groupes, on voit des individuels, on entend des langues. Mais comment représenter ces circulations? Donc il y a deux méthodes. La première, parmi d'autres, mais la première qui est représentée là, c'est celle consistant à doter de façon volontaire les touristes d'un GPS et donc de tracer, d'enregistrer tous les points où ils se rendent et de tracer à partir de ça des lignes de circulation. Et donc on voit, c'est une autre façon de montrer que l'espace touristique parisien, finalement, il est fortement quand même hiérarchisé. Et hiérarchisé pas seulement à travers les grands monuments, la Tour Eiffel, le Louvre, le Sacré-Cœur et Notre-Dame, il est également hiérarchisé par tous ces axes qui sont parcourus, qui ne font pas l'objet de droit d'entrée. On est dans l'espace public, mais c'est également intéressant. Et donc on voit des représentations qui sont plus des représentations en réseau. Et la carte suivante montre un zoom. Non, il n'y en avait qu'une, d'accord. En tout cas, on voit effectivement l'espace très dense, les Champs-Élysées, etc. On a ces circulations. Donc en fait, c'est des données différentes. Là, il y en a moins, mais en fait, c'est la même idée que le travail qu'on fait précédemment, où nous, on prend toutes les photos postées sur Paris et on regarde les densités. Donc ça permet aussi, comme c'est des photos prises dans l'espace public, d'avoir ça. Donc c'est deux façons différentes de recueillir des données. Et ensuite, donc ça c'est l'intérêt, ça permet de regarder où vont les gens et quelle est la densité dans des espaces ouverts. Et aussi, ce qui nous a intéressé beaucoup, c'est un peu l'enjeu de ce travail, c'est qui va où. C'est-à-dire, on sait combien il y a d'entrées au Louvre, à Fontainebleau, à Versailles, mais combien de gens qui vont au Louvre vont à Fontainebleau, vous voyez, comment est-ce qu'on peut travailler. Et donc, à partir des données, on a commencé à élaborer ce type de carte pour essayer de comprendre comment étaient reliées les personnes. Donc ça, c'est un graphe en fait qui est fait à partir de TripAdvisor, où on va regarder les personnes qui commentent un site et on va regarder si elles ont commenté un autre site dans Paris. Et en fait, la grosseur des cercles, c'est le nombre de commentaires qu'on a sur le site, et la grosseur du trait, c'est le nombre de commentaires qu'on a en commun entre les deux sites. Et ça dessine comme ça une carte de Paris. Les commentaires sur TripAdvisor, c'est plusieurs centaines de milliers de commentaires sur Paris et les différents sites. On a plus de 30 000 commentaires, par exemple, pour Orsay, qui est un site énormément commenté. Et donc ça dessine comme ça une carte des relations entre les sites que les gens choisissent de commenter, avec évidemment la Tour Eiffel, le Louvre et Notre-Dame de Paris, qui sont fortement représentés. Comme vous voyez là, en fait, la concentration, c'est pas juste Paris concentré et puis la banlieue ou les quartiers périphériques. En fait, au sein même de cet hypercentre, il y a des hyperconcentrations. Et à 3 rues de distance, vous avez sans doute une expérience qualitative de ça. Il y a beaucoup moins de monde et voilà, il y a des artères, des autoroutes, des sentiers, voilà. Donc c'est ça qui nous intéressait de préciser. Et puis ensuite, on a travaillé aussi sur ce que les politiques publiques font, où se mettent les restaurants et ce que disent les gens de leur expérience. Donc ça, c'est par exemple, c'est juste un exemple un peu rigolo, mais on a superposé les densités de photos. Vous voyez, donc, encore une fois, c'est parce qu'on a enlevé des photos donc il ne reste que ce qui est très très dense, avec les zones touristiques internationales qui ont été proposées, qui ont été instaurées pour l'ouverture le dimanche. Donc on voit qu'il y a des zones touristiques internationales qui sont bien touristiques et bien internationales, et d'autres pas du tout en fait. Place d'Italie par exemple. Place d'Italie, Beaugrenelle, enfin voilà, c'est pas des lieux, disons, où il y a des gens. Alors on part plutôt des photographes étrangers, hein. Ce qu'on veut montrer ça là, n'est que des photographes étrangers. Donc l'idée, c'était de travailler sur le décalage en fait entre des politiques publiques, on va dire volontaristes, et les pratiques des personnes. Voilà, l'enjeu, c'est aussi de montrer que cette connaissance des flux touristiques, des densités touristiques, devient un enjeu également de gestion publique d'abord, mais aussi un enjeu politique au sens plus large, dans la mesure où là, ce qu'on essayait de montrer aussi, c'est qu'il y avait une certaine instrumentalisation du fait touristique à des fins qui sans doute sont autres. Voilà. Et puis on a travaillé en prenant le nombre de commentaires.
Et on a regardé les commentaires sur les hôtels, les restaurants et les attractions. Donc c'est assez rigolo parce que finalement vous avez, alors je crois pas que malheureusement elle y soit, il y a 2 cartes inversées. Donc là voilà, c'est plus c'est rouge, plus c'est mauvais. Donc vous voyez bien que l'hypercentre qu'on vous montre depuis tout à l'heure, les touristes ont bien conscience que c'est pas là que se passe la gastronomie, hein, et voilà. Donc plus c'est touristique, plus on mange mal, en gros. Et donc par exemple avec les hôtels, il y a une inversion où c'est pas du tout on n'a pas le même type de carte puisque en gros plus c'est cher, mieux c'est noté. Donc voilà, bon, c'est pas forcément les mêmes personnes et on commande pas de la même manière. Mais voilà, c'est pour vous dire aussi qu'il y a une forte conscience, et on retrouve dans les enquêtes qualitatives, c'est pas parce que les gens mangent dans des restaurants qui sont pas bons qu'ils ont pas conscience que c'est pas bon. Dans le même ordre d'idée, on a toujours un peu, en tant qu'habitant, une forme de sentiment de supériorité. On saurait ce qui est réellement authentique, etc. Là, on a simplement mis cette slide pour relativiser un peu cette idée et voir que les touristes eux-mêmes ont une capacité réflexive, alors qu'on peut, dans certains cas, à laquelle on peut adhérer ou pas, mais qui sont eux-mêmes des instances critiques des modalités du tourisme parisien. Donc là, c'est des extraits de commentaires de touristes français et étrangers sur TripAdvisor, concernant essentiellement le quartier de la butte Montmartre. Et donc on voit que l'ensemble de la marchandisation à outrance, d'une forte densité, etc., sont également perçus comme des éléments négatifs par ces visiteurs. Voilà, donc la surconcentration touristique est également vécue de façon négative par une grande partie de touristes pour des motifs variés. Le premier commentaire, c'est un touriste canadien. Voilà, ça fait partie des petits trucs. Voilà, j'ai voulu augmenter la taille et l'identité de la personne a disparu. Voilà, donc il y a cette conscience. Et puis, on va vous parler d'une dernière chose en ce qui concerne la question de l'hyperconcentration et de ses effets. Enfin voilà, qui est donc il y a la question de l'hôtellerie, mais ça on va y revenir après. Mais il y a la question du logement et voilà, vous avez sans doute entendu parler de Airbnb, qui est donc l'offre de logement. Et donc ce qu'on a fait également, enfin surtout Gaëlle, tu vas peut-être dire un mot là-dessus, c'est que on a extrait toute la base de Airbnb. Alors si tu veux dire un mot, et puis après je vais montrer la slide Oui, il n'y a pas grand-chose à rajouter. En fait, on a récupéré toutes les informations sur le site Airbnb en récupérant tous les appartements qui étaient disponibles et en regardant comment ils étaient localisés on l'a fait sur Paris, mais aussi sur le reste de la France. Et là, c'est la progression en fait du nombre de logements. On peut pas savoir quand est-ce que le logement a été mis en location, mais on peut savoir quand est-ce que le propriétaire s'est inscrit sur le site. Et là, on voit la progression entre 2008 et 2015. Et on voit aussi qu'il y a une grande part, évidemment, des appartements qui sont des logements entiers. Et on n'est plus du tout dans l'esprit de partager une chambre. On a, au bas mot, 90% des appartements qui sont des logements entiers. Donc le propriétaire n'est pas là. On ne partage plus son canapé. Le nombre de chambres partagées à Paris, c'est 327 sur 40 000 appartements. Donc on est très loin de l'esprit original du site. Pour contextualiser, l'offre hôtelière à Paris, c'est 70 000 chambres et une capacité d'hébergement théorique de 140 000 environ, à mesure où on considère qu'il y a en général 2 places dans les chambres. Donc on voit que la capacité d'accueil Airbnb à Paris est sensiblement similaire, même s'il faudrait la corriger en tenant compte du fait que certaines offres sur Airbnb ne sont pas tout le temps disponibles, mais on voit que c'est quelque chose qui a très fortement grossi et qui a doublé, en tout cas au maximum, la capacité d'hébergement. Et donc en fait, on s'est intéressé aussi aux propriétaires de ces appartements, parce qu'il y a l'image de quelqu'un qui va louer son appartement pendant 3 semaines pendant qu'il part en vacances. On a aussi des gens qui ont 180 appartements, donc on n'est pas du tout dans le même type d'offre et de pression, et ces effets immobiliers fonciers ailleurs de Paris, mais à Paris en particulier immobiliers sont très importants, puisqu'il n'y a plus de logement. Enfin, ça retire du marché le logement étudiant et tout. Enfin voilà, il y a un certain nombre de logements locatifs intermédiaires. Donc là, par exemple, voilà, ça montre la concentration d'offres de logements par petit quartier. C'est les zones iris. Donc c'est moins qu'un arrondissement. Les zones iris, en fait, c'est le découpage de l'INSEE pour les revenus, pour toutes ces choses-là. Donc on a travaillé sur les zones iris pour pouvoir corréler ça aussi aux revenus ou à d'autres données. Donc 122, 195, c'est entre 122 et 195 appartements à louer sur Airbnb.
Donc vous voyez que il y a aussi de l'hyperconcentration. C'est pas exactement au même endroit que les restaurants ou que là on se promène, mais voilà, le Marais par exemple est un haut lieu de concentration. Donc on a trouvé, on a le classement en fait de toutes les rues qui ont le plus d'offres et donc le nombre d'appartements alloués par arrondissement. Et puis ensuite on a le nombre d'appartements par des utilisateurs qui ont plus que 4 appartements alloués. Donc là, on est dans autre chose que, encore une fois, la personne qui va payer ses vacances en louant son appartement pendant un mois. Et en fait, pour vous résumer, c'est un outil et un moteur d'investissement aujourd'hui, puisque c'est beaucoup plus rentable de louer sur Airbnb que de louer à des étudiants ou à n'importe qui. Et donc, il y a toutes sortes de choses qui se mettent en place d'investisseurs pour acheter et faire, on appelle faire du Airbnb. Donc, il y a 0,5% des propriétaires qui possèdent plus de 5 appartements, mais ça représente 10% des appartements. Donc c'est quand même pas du tout marginal quand on sait qu'il y a 40 000 appartements, vous voyez. Voilà. Donc, une fois qu'on a dit ça, on s'est intéressé à le cœur de Paris, ces problèmes d'hyperconcentration et les effets que ça a. Vous avez vu qu'il y a un certain nombre de problèmes avec Airbnb, il y a eu beaucoup d'articles dans la presse, etc., de contrôle, notamment qui commencent à avoir lieu, qui sont faits par la mairie de Paris. Il y a plusieurs politiques publiques qui sont mises en œuvre depuis bien plus longtemps, hein, mais de justement déconcentrer Paris, donc à la fois déconcentrer ce centre, mais passer le périph', construire une offre touristique avec comprenant la banlieue et les environs, et ça passe par 2 types de politiques publiques, qui est la question hôtelière, hein, où loger les gens, parce que tout le monde ne va pas aller dans des hôtels 5 étoiles dans le cœur de Paris, et que faire en banlieue. Et donc c'est la partie qu'on va évoquer maintenant. Donc je te laisse faire les hôtels. Oui, donc en fait, effectivement, un des éléments clés pour comprendre le basculement, on va dire, d'un pari touristique à un grand pari touristique, c'est de s'intéresser également aux investissements hôteliers et à cette nouvelle géographie hôtelière qui émerge d'une certaine façon. Donc là, juste pour rappel, on a un peu la structure de l'hôtellerie à Paris. Vous voyez qu'elle est sensiblement différente, hein, d'ailleurs, de celle d'Airbnb qu'on a montré précédemment, parce que là, c'est donc les couleurs indiquent des gammes hôtelières différentes en nombre d'étoiles. On a un axe évidemment plus prestigieux, sur lequel on est quasiment positionné. Et puis, plus on va vers les périphéries, hein, plus on est sur de l'hôtellerie de chaîne 2 étoiles, 3 étoiles. On sait que le groupe Accor, hein, par exemple, est extrêmement présent. Sur la slide suivante... pardon. Voilà, là vous avez, juste pour rappeler que l'hôtellerie, la géographie de l'hôtellerie, elle est différenciée également dans Paris. On pourrait presque évoquer une géographie sociale hôtellerie de la même façon qu'on a on peut différencier des quartiers dans Paris selon les revenus des personnes qui y résident ou selon les prix immobiliers. On a là, selon le prix moyen ou le RevPAR, c'est-à-dire le revenu par chambre, des quartiers qui se distinguent de façon importante entre celui des Champs-Élysées, Louvre par exemple, et puis le Bercy, Tolbiac, Bois de Vincennes, etc. Alors l'idée c'est de voir que l'extension en périphérie de l'hôtellerie produit également ces éléments de différenciation entre un hypercentre et la banlieue. Ça correspond globalement à la fin des années 80-90. Si vous voulez, fin des années 80, il y avait 75% des chambres en Île-de-France étaient localisées dans Paris intramuros. En 2010, on est sur un rapport de 50-50, c'est-à-dire qu'il y a autant de chambres désormais en Île-de-France, hors Paris, que dans Paris intramuros. Donc on voit bien un mouvement important de déconcentration, en fait, laisse la précédente, et qui est plutôt lié à l'idée d'une saturation touristique. D'ailleurs, les services économiques de la ville de Paris ne s'y trompent pas. Ils ont bien vu que pour soutenir le tourisme parisien, il fallait développer la capacité d'hébergement en petite couronne. Disney est en concurrence avec Paris. Un visiteur sur 2 qui se rend à Disney ne va pas à Paris. Donc Paris et Disney peuvent être vus comme 2 destinations différentes, mais la petite couronne est évidemment liée à Paris. On va dire qu'on a un effet opportuniste d'une certaine façon. Les visiteurs qui vont loger à Plaine Commune, à Aubervilliers, etc., sont essentiellement motivés par un prix inférieur, par de la disponibilité et la présence du RER qui permettra d'aller très rapidement au centre. Donc on voit cette géographie hôtelière émerger. On va rester sur la précédente, juste sur
avec donc le développement de toute l'hôtellerie autour de Paris, donc on va présenter Paris là, et notamment des pôles hôteliers qui émergent autour de la porte de Bagnolet, autour de Plaine Commune, bon, la Défense qui est sur une hôtellerie plus haut de gamme là, liée au tourisme d'affaires, et puis on voit deux autres pôles un peu plus loin, avec Roissy, Charles de Gaulle qui se développe avec des projets importants, hein, où Charles de Gaulle tendrait à devenir un resort en tant que tel, avec des projets de casino, etc. Et puis évidemment Marne-la-Vallée, avec le développement aujourd'hui aussi d'une extension hôtelière très importante par Pierre et Vacances, avec une hôtellerie verte, etc. La slide suivante, c'est simplement les taux de croissance. Donc en bleu, on a de la décroissance dans des destinations un peu classiques, Fontainebleau, etc. Et orange, jaune, on voit qu'on a une croissance importante de l'hôtellerie sur ces marges périphériques. Et puis une politique volontariste aussi des acteurs publics qui vont chercher à solliciter de grands groupes. Par exemple, Plaine Commune, il y a 5 ans, avait négocié avec un groupe allemand, Reichen, pour l'implantation. Alors ça s'est pas fait suite à la crise de 2009, mais on voit une politique active de la part des collectivités pour attirer de l'hôtellerie. Ceci dit, cette hôtellerie en périphérie, elle reste plus limitée. Le revenu moyen, le RevPAR, revenu moyen par chambre, reste inférieur à celui de Paris, y compris sur des gammes hôtelières similaires. Un 4 étoiles en banlieue générera moins de revenus qu'un 4 étoiles à Paris. On va passer vite. Alors, et après, donc, chaque communauté de communes va mettre en œuvre son schéma hôtelier. Donc là, vous avez celui de Plaine Commune. Vous avez aussi de l'hébergement rural. Et puis, il faut savoir que Airbnb est là aussi. Et donc, cette déconcentration, ce qui n'empêche pas une hyperconcentration dans le cœur, mais vous voyez qu'il y a de l'offre Airbnb. Et ça, c'est un des réseaux, hein, parce que sinon, il y a Britel, par exemple, qui est aussi très présent en banlieue, d'hébergement de courte durée. Et donc, on retrouve, en fait, ce Paris qui grandit par le logement. Mais avec des gens qui, en fait, n'ont pas de pratique touristique en banlieue. Hein. Ils vont loger, ils vont venir. Il y a un autre type de façon de grandir Paris, qui est ce qu'on y fait. Et on va vous parler de ça maintenant. C'est qu'est-ce qu'on fait quand on visite les environs de Paris de 1820 à nos jours. Donc d'abord, on va dire un peu de politique. Et puis ensuite, on viendra sur les circuits qui ont lieu aujourd'hui. Donc les environs de Paris, c'est quelque chose qui est déjà décrit, qui est très tôt. Hein, donc, par exemple, un guide Johan, là, au départ, c'est même pas pour les touristes. Hein, le guide Johan dit, mais en fait, les Parisiens ignorent encore l'art de se promener. Ils courent pour courir. Ils suivent trop volontiers la foule, ils se laissent trop facilement entraîner par de menteuses réclames dans des établissements qu'ils devraient fuir avec autant d'ardeur que leur maison. Rarement ils songent à combiner des excursions qui puissent offrir un égal attrait à leurs yeux et à leurs esprits. Et cependant Paris est de toutes les capitales de l'Europe celle dont les environs sont tout à la fois les plus charmants et les plus dignes d'intérêt. Donc c'est le premier guide vraiment consacré aux environs de Paris. Et donc là, on n'est pas dans la banlieue. Hein. Ce discours-là, c'est celui sur l'environ. Donc on est dans le champêtre, dans l'activité. Voilà. Et donc on trouve ça bizarre, on va dire, dans ce guide, Johan, le fait qu'il n'y ait pas... voilà. Et je vous ai mis une carte postale de Lavandière de Bondy. C'est pas exactement l'image qu'on a de Bondy aujourd'hui, mais voilà, c'est pour vous donner un peu l'idée de ce que c'était les environs de Paris en 1800, début du 20, entre 1850 et 1915. Donc voilà, la gare de la Plaine, hein, toute belle, toute neuve, le marché couvert de Saint-Ouen. Donc ça aussi, hein, aller visiter le marché couvert. Alors maintenant, il y a des gens qui vont visiter Rungis, il y a des circuits qui est au marché de Saint-Denis. Voilà, il y a déjà l'idée qu'on va découvrir des choses un peu spéciales. Et puis, là, évidemment, j'arrive plus à lire du tout. C'est 1902, et là, en fait, il y a déjà une rupture entre 1850 et 1902, c'est-à-dire qu'on est déjà passé... les Parisiens ont déjà investi la banlieue. Enfin, pas la banlieue, les environs. Donc entre 1850 où on dit mais c'est bizarre, les Parisiens ne vont pas dans les environs, et 1902 on dit finalement le dimanche tous ces villages des environs de Paris sont pleins de Parisiens, sont très animés, voilà. C'est le jour des oisifs, des chasseurs, des châtelains, des villégiateurs, des promeneurs, des peintres, des automobilistes, des cyclistes, voilà. Tout au long de la Marne et de l'Oise, sur les territoires de Seine-et-Oise et de Seine-et-Marne. Donc là, on est dans une autre... Il y a déjà cet investissement par les Parisiens.
C'est pas encore le cas par les touristes qui sont pourtant déjà, vous le savez, bien présents à Paris. Et puis donc, au fur et à mesure des guides, se développe en fait un discours sur ces environs beaucoup plus précis. Et là, par exemple, je vous ai mis un extrait de ce qu'on dit sur la basilique, sur Saint-Denis en fait en 1920. Saint-Denis, ville exclusivement industrielle, neuve pour le touriste, aucun intérêt se rendre directement à la basilique. Voilà, décoration suspecte ou ridicule. Il parle de la basilique. Voilà. Et puis donc je fais des sautes dans le temps, hein, mais on a quand on fait l'histoire des guides. Donc là on a fait le zoom, on va dire, sur le nord de Paris, puisqu'il reste une image aussi qui est accrochée, qui n'a pas forcément toujours changé. Et donc va se construire en fait un discours sur la banlieue qui est plus le fait de loger les gens, mais qui est bien d'appréhender, de comprendre un nouveau territoire. Et ça va passer par toutes sortes de guides. L'introduction du mot banlieue et de guides qui sont consacrés à la banlieue et non pas un petit chapitre, et puis voilà, toutes sortes de descriptions diverses et variées, et puis au fur et à mesure on va grandir en fait le discours sur les environs, sur la destination touristique, pour aller de plus en plus loin, voilà. Et derrière il y a aussi toutes sortes de politiques de patrimonialisation, d'institutionnalisation, de mise en relation entre le patrimoine de banlieue et le patrimoine de Paris. Si tu veux dire un mot. Ouais, en fait, l'idée, c'est aussi de voir qu'émerge la catégorie de banlieue aussi comme indice du patrimoine. C'est-à-dire que la basilique de Saint-Denis, qui est ce que l'on conseillait de façon exclusive auparavant, peut être vue comme un patrimoine relativement classique, qui fait l'objet d'une valorisation et qui se trouve presque par accident en banlieue d'une certaine façon, alors qu'émerge progressivement un intérêt pour un patrimoine qui serait spécifiquement de banlieue et plus seulement en banlieue, qui raconterait l'histoire industrielle, l'histoire ouvrière, l'histoire sociale de cette banlieue. Et c'est ce qui apparaît à travers des politiques de labellisation patrimoine du XXe siècle, par exemple, et puis à travers quelque chose qui est en cours aujourd'hui, vous avez peut-être entendu parler, qui est une focalisation plus grande sur un patrimoine social particulier, qui est celui des cités-jardins, avec comme rôle précurseur de cette valorisation la cité-jardin de Stein, dans laquelle a ouvert au milieu des années 2000 un lieu de mémoire et d'interprétation de la cité-jardin, coordonné par Pleine Commune. Récemment a ouvert également à Suresnes un musée de l'histoire urbaine, qui est également adossé à la cité-jardin et qui valorise la cité-jardin. Et puis cette année a été créée l'association des cités-jardins d'Île-de-France, qui, on le voit peut-être sur la slide suivante, qui aboutit à une mise en réseau de ces cités-jardins pour essayer d'opérer une valorisation touristique et générer des flux spécifiques en banlieue, qui n'iraient pas en banlieue seulement parce qu'il s'y trouve une hôtellerie moins chère, donc pour un effet un peu opportuniste, mais qui iraient en banlieue pour découvrir un patrimoine spécifiquement de la banlieue en tant que tel. Donc je vous invite à aller par exemple voir celle de Stein, qui organise régulièrement des choses avec un festival, notamment au mois d'avril, sur les cités-jardins. Ces politiques de valorisation en banlieue se développent par le tourisme, et non pas nécessairement le tourisme comme seul enjeu. L'enjeu, c'est pas seulement développer le tourisme. Et là, on est sur des politiques qui sont portées également par des acteurs, on va dire, associatifs, qui ont en vue un effet, on va dire, redistributif. Le tourisme est un instrument qui génère des revenus importants, et l'idée, évidemment, est aussi de redistribuer ces revenus. Donc là, on peut reprendre la distinction faite par la philosophe féministe Nancy Fraser, qui distingue un registre redistributif et un registre de reconnaissance dans les politiques menées. Et finalement, le développement d'un tourisme en banlieue obéirait à ces deux principes. Redistributif, des revenus ne seraient plus concentrés seulement dans Paris, et de la reconnaissance, on reconnaîtrait la valeur de territoire en tant que tel, de l'histoire portée par ses habitants, par les gens qui y résident. Et on peut là faire référence à un document relativement connu aujourd'hui, qui est la Convention de Faro 2005, Conseil de l'Europe, qui reconnaît la capacité de groupes spécifiques à construire leur propre patrimoine, à former ce qu'on appelle des communautés patrimoniales. Et en banlieue, certaines associations reprennent explicitement le vocable de la Convention de Faro et mènent des politiques touristiques pour faire reconnaître la valeur de leur territoire. C'est-à-dire que le tourisme devient aussi un instrument du changement de regard sur les banlieues, dont on sait que le discours médiatique international, depuis 2005, a été relativement négatif. Alors, dans le même temps, s'opère une certaine indécision, c'est-à-dire que deviennent ces banlieues. On est à une période où, effectivement, est né le Grand Paris. Le Grand Paris a également un volet touristique. Ce Grand Paris touristique transforme aussi les façons dont on fait du tourisme, c'est-à-dire que ces territoires de banlieue deviennent aussi des territoires d'opportunités de développement touristique. On y parle désormais de tourisme créatif. Ce sont des nouveaux lieux festifs pour les clientèles touristiques européennes plutôt jeunes, etc. Par exemple, Pleine Commune a créé
un contrat de développement territorial basé sur le tourisme, avec cette idée de s'insérer dans les dynamiques du Grand Paris, la créativité, etc. C'est les mots-clés de l'action publique aujourd'hui. Et puis de la même façon, le Conseil régional du tourisme avait créé des pôles touristiques régionaux, c'est-à-dire essayer aussi de développer une forme polycentrique dans le cadre du Grand Paris, mais au-delà aussi dans l'ensemble de la région Île-de-France. Les bords de Marne, par exemple, étaient un point d'appui important sur ces enjeux. Bon, je vais passer vite parce que là, oui, voilà. Et juste un petit mot pour finir avant de venir à Migrant Tours. Vas-y, tu veux dire un petit mot sur l'Île-de-France en Paris. Donc, en fait, là, donc, on vous a montré des connexions tout à l'heure au sein de Paris, mais finalement, on a fait la même chose pour l'Île-de-France. Donc, on regarde qui poste des commentaires où, qui fait des photos où, et on regarde, par exemple, combien de gens qui sont allés à Versailles sont allés à Disney. Puisqu'on voit très bien que Disney est devenu une destination à part entière séparée de Paris, où des fois on a 4 jours à Disney, dont une excursion d'une demi-journée à Paris, et dans les offres notamment américaines. Et donc ça nous intéressait de voir ce que font les gens quand ils vont pas à Paris ou quand ils sont en dehors de Paris. Et donc on fait toutes sortes de trucs comme ça qui sont totalement illisibles, mais ça nous permet, voilà, ça c'est la matrice. Alors on est très très fiers, c'est totalement illisible, mais voilà, c'est pour vous montrer un peu l'arrière-cuisine en fait. C'est qu'on sort des choses comme ça et on sait que par exemple 13,70% de 25 est allé en 22. Bon, ça vous avance pas grand-chose, mais voilà, c'est juste pour un peu le petit point méthodo. Et après, ça nous permet alors de travailler, de se dire bah voilà, donc des gens qui étaient à Disney, qui sont allés à Versailles, il y en a 11%, et donc des gens qui sont allés à Versailles, qui sont allés à Disney, il y en a 3%. Et voilà, donc et du coup, on travaille sur ces connexions en fait. Et après, évidemment, ça va permettre quand on fait des enquêtes, parce que moi je suis anthropologue, Sébastien est géographe, on fait aussi des enquêtes qualitatives, mais ça permet de poser des nouvelles questions. Voyez, quand on va travailler après avec les gens, discuter avec les gens, on a des questions auxquelles on n'aurait pas pensé avant en fait, parce qu'on aura fait tout ce travail avec Gaël. Et puis là, par exemple, on voit le ratio français-étranger de gens qui ont mis des commentaires. Et voilà, plus c'est rouge, plus ils sont étrangers, plus c'est bleu. Voilà. Donc on retrouve cette région parisienne des loisirs, des franciliens, mais aussi des Français. Mais on voit que la présence des étrangers n'est pas du tout réduite à Paris, quoi. Et puis dernière chose, c'est que donc là, on va montrer comment il y a des politiques, des guides qui cherchent à déconcentrer l'hypercentre. Il y a effectivement des gens qui vont loger ailleurs. Il y a effectivement des gens qui vont visiter des choses en banlieue. On va y venir tout de suite, plus précisément. Mais en fait, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, comme le tourisme augmente en permanence, ça ne déconcentre pas. Ça ne relâche pas la pression touristique qui est le centre de Paris. Donc c'est utile en termes de reconnaissance politique et identitaire, sociale. Il y a des enjeux importants pour les environs. Mais en fait, la première fois qu'on vient à Paris, de toute façon, d'où qu'on vient dans le monde, on va aller voir la Tour Eiffel, le Louvre, et on va pas aller voir la cité Jardin de Stein. Donc en fait, voilà. Donc mais en fait, c'est la question la question de la répétition en fait. Et pour les instances parisiennes, la mairie, l'office de tourisme, les gens qui s'occupent du Grand Paris, c'est très important parce qu'ils disent qu'ils perdent leur clientèle européenne. Parce que les gens, ils sont venus 2, 3, 4 fois dans Paris et ils ne reviennent pas, notamment les jeunes Européens. Et donc l'enjeu pour Paris, c'est moins de déconcentrer ce qu'on aurait pu croire, c'est-à-dire de faire que les gens ils aillent ailleurs et qu'il n'y ait pas des bouchons, mais que ça fasse venir les gens parce qu'ils se disent qu'il y a autre chose à faire que Montmartre, la Tour Eiffel, parce qu'ils l'ont déjà fait en étant enfants, parce qu'aujourd'hui les jeunes Européens sont socialisés au tourisme, aux vacances, et donc quand ils viennent adultes, ils sont déjà venus plusieurs fois. Donc voilà. Et donc là, cette dernière partie, on va vous présenter juste, donc pour finir, il nous reste une petite dizaine de minutes, concrètement, quelques circuits qui ont été réalisés dans Paris ou hors Paris, avec une autre vision. La question, c'est plus de quel côté du périph', parce qu'encore une fois, ça, le périph', c'est un truc mental de français, en fait, parce que pour les touristes, c'est le métro qui compte, c'est la carte du métro. Et donc après, quand on revient, on va s'approprier la carte du RER. Mais du coup, la basilique de Saint-Denis, elle est dans Paris, puisqu'elle est au métro. Donc c'est une autre vision des choses. Et donc quand on s'intéresse à ça, on va s'intéresser à la question de qui se promène hors des sentiers battus. Mais ces sentiers battus peuvent parfaitement être dans Paris.
Donc la question n'est plus de quel côté, mais comment on est à côté des autoroutes touristiques et qui fait quoi dans ces à côté. Donc ça c'est une petite gravure, voilà. Et donc il y a toute une sorte de courant d'offres qui visent à mettre en avant, par exemple, un Paris qui serait plus patrimonial mais cosmopolite. Je te laisse sur ces là, puis je prendrai sur Migranto. Oui, l'idée c'est de voir qu'il y a à la fois une déconcentration, il y a un phénomène spatial effectivement où on va vers les périphéries, etc. Mais on a également, on va dire, une transformation de l'offre elle-même. Donc le Paris cosmopolite, c'est quelque chose qui est proposé par la ville de Paris elle-même, qui est l'OTCP, l'Office de tourisme et des congrès de Paris, qui essaye de thématiser de façon différente une offre pour répondre justement à ces clientèles de repeaters, de jeunes Européens. Donc on va promouvoir le fait qu'à Paris on a une gastronomie fusion par exemple, on a des cours de capoeira qui sont disponibles. Donc on a une offre cosmopolite également à travers l'offre commerciale. Le shopping est un élément important du tourisme et on aura un shopping ethnic tour, c'est comme ça que ça s'appelait, dans le nord de Paris. On a également des associations qui vont développer des appréhensions différentes de certains quartiers. Par exemple, Belleville Insolite qui s'est transformée en ça se visite, puis... qui promouvait déjà une sorte de découverte de quartiers multiculturels, et donc les tours organisés permettaient de voir un vendeur d'épices, un vendeur de tissus, etc., de montrer la diversité également, on va dire, de peuplement de Paris, donner une autre vision de Paris et de ses Parisiens, sortir du stéréotype du Parisien avec le béret et la baguette. Et puis on a également des éléments relevant plus de la mémoire. Paris a été une des capitales intellectuelles et artistiques dans la première moitié du XXe siècle, pour des intellectuels donc des États-Unis noirs, et donc il y a également des tours mémoriels qui vont s'adresser à des touristes on appelle aujourd'hui afro-américains, et vous trouvez rue Monsieur le Prince par exemple parfois des groupes de 20-30 touristes afro-américains à la découverte du Paris noir des années 30 et de ces intellectuels qui avaient franchi l'Atlantique pour ce biais. Donc Enlarge Your Paris, tu veux dire un mot sur... Donc Enlarge Your Paris, pareil, c'est un site internet en fait, et qui vous propose, voilà. Donc là on est hors Paris, mais on est dans le même principe, Grand Paris cosmopolite, des visites un peu différentes, une offre qui peut s'adresser aussi aux Parisiens, aux Franciliens, et c'est d'ailleurs souvent les premiers, voilà. Et donc il y avait cette idée là de penser autrement Paris. Il y avait évidemment, alors là la slide elle est pas au bon endroit, donc voilà, ça c'est le premier gros bug. Il y a eu tout un mouvement de vouloir faire découvrir hors du sentier battu touristique commercial dans les années 70, mais là on était dans une autre histoire, qui normalement ça devrait être ailleurs, qui est l'histoire du communisme municipal. Et donc la banlieue rouge avait développé un tourisme avec des circuits, etc. Mais c'était pas du tout dans la même logique de déconcentration hors des sentiers battus. Il en était bien dans une logique politique de découverte de l'accès. Là, c'est des choses qui sont issues d'un dépouillement d'archives de la mairie de Saint-Denis, où on s'apercevait que dans les 70, l'Office de tourisme de Saint-Denis était confronté à des demandes importantes de délégations d'Ouzbékistan, de Biélorussie, etc., du Parti communiste italien, pour découvrir les réalisations on va dire, du communisme municipal. Et donc, ces groupes allaient visiter la crèche, des réussites brillantes, et pas forcément la basilique de Saint-Denis. Donc on voit effectivement une appréhension déjà un peu différente de cet espace de banlieue, voilà, qui aujourd'hui n'est plus vraiment d'actualité sur ce profil-là, mais qui montrait qu'on a déjà, si on regarde un peu on va dire dans les marges, dans des choses qu'on appellerait aujourd'hui en marketing du tourisme de niche, des éléments un peu spécifiques en termes de visite. Voilà, et donc ça a complètement disparu des mémoires, mais il y avait voilà, des circuits touristiques qui ont qui existent en fait aujourd'hui plutôt uniquement faits par des architectes. Et puis donc voilà, il y a un certain nombre de spots en fait qui permettent de découvrir Paris d'une autre manière, qui est un Paris-Ville-Monde, si vous voulez. Donc ce Paris-Ville-Monde, il ne s'arrête pas aux frontières, il ne peut pas être défini par un quartier, il est lié à différentes histoires, et notamment l'histoire des migrations. Et ça va la question de l'histoire des Bretons à Saint-Denis à Chinagora, en passant par le cimetière musulman de Bobigny. Donc là c'est des circuits qui sont, donc on va finir là-dessus, qui existent déjà, dont certains sont proposés par la Cité d'histoire de l'immigration.
et puis par un programme qui s'appelle Migrant Tour. Donc là, par exemple, c'est dans la basilique de Saint-Denis. Le principe de Migrant Tour, c'est que des étudiants travaillent avec des médiateurs. C'est un programme européen dans une dizaine de villes d'Europe, et que c'est les habitants qui font les visites. Alors ça existe déjà avec les greeters, etc. Mais là, c'est l'histoire des migrations, et donc c'est les gens qui vont raconter à la fois leur histoire migratoire et l'histoire migratoire du quartier. Et donc ils font ça dans un grand nombre de villes d'Europe. Donc là, par exemple, vous avez une visite qui est faite par Lamine, qui est un artiste, créateur, qui a fait une exposition qui a lieu actuellement dans la basilique de Saint-Denis, qui est absolument assez extraordinaire, je vous recommande, donc de grandes robes de 3 mètres de haut, qui sont des reproductions, enfin des interprétations des gisantes, et qu'on voit donc lever, et qui sont faits avec tous les tissus qui parlent des 100 nationalités qui sont présentes à Saint-Denis, mais il choisit les tissus en fonction de l'histoire de la reine. Donc il y a tout un travail qui a été fait avec des archéologues, des historiens d'art, etc. Et donc lui va faire la visite où il raconte à la fois donc son travail d'artiste, mais l'histoire des migrations à Saint-Denis à travers ses robes, mais aussi à travers la visite qu'il peut faire. Une autre visite de Migrant Tour, mais cette fois c'est à Paris. C'est à Château-Rouge, où là, ce qui est intéressant avec Migrant Tour, c'est que les guides viennent de tous les pays et les visiteurs aussi. On a des visiteurs qui peuvent être beaucoup des gens du quartier qui n'osaient pas rentrer dans certaines boutiques de Château-Rouge, et aussi des gens qui viennent, par exemple, il y a pas mal d'universitaires américains, il y a aussi des Africains américains qui vont se dire, tiens, l'Afrique à Paris, j'ai pas le temps ou je peux pas d'aller en Afrique, et donc je vais visiter l'Afrique à Paris. Enfin voilà, il y a toutes sortes de rencontres qui se font. Et là, donc vous avez des étudiants allemands, américains, libanais, tunisiens, qui vont découvrir en fait le quartier de Château-Rouge, et cette visite de quartier est faite par des passeurs qui sont français mais d'origine malienne, libanaise, iranienne, etc. Donc voilà. Et donc je vous ai mis pour finir sur ce sujet les passeurs de l'an dernier. Donc il y en a du Grand Paris, et les langues qui parlent. Et donc voilà. Et donc c'est l'idée qu'il y a une plus grosse porosité à travers ces boutiques aujourd'hui entre qui est parisien ou grand parisien, qui est habitant, qui est touriste, parce que finalement il y a des rencontres qui vont se faire soit entre greeters et touristes qui veulent nouer des solidarités, des relations, découvrir autrement, soit aussi des gens qui viennent de tous les pays qui font visiter à des gens qui viennent de tous les pays. Et ça crée une autre image de Paris, une autre image de sa banlieue aussi, évidemment. Et ces circuits-là ne se posent pas la question de la frontière, de la banlieue, des environs, mais de l'à côté d'une autre forme de patrimoine. Voilà, comme il est 13h26, on va arrêter là. C'est juste cette dernière slide, c'est parce que ce qu'on a fait sur Paris, on le fait à une échelle mondiale en fait. Donc ça vous montre un peu les circulations. Donc vous voyez que Paris est très important, mais il s'inscrit dans une histoire des photos qui est aussi mondiale. Voilà. Donc il ne faut pas non plus penser qu'il n'y a que Paris qui est photographié. Merci beaucoup. Donc merci pour cette excursion de part et d'autre, je ne sais pas quoi dire, des fortifications, du périphérique ou de... Voilà. Donc je vous invite à poser des questions. Comme toujours, comme la conférence est enregistrée, même si vous avez une belle et bonne voix, merci de parler dans le micro, sinon ça passe pas, même vraiment si vous avez une grosse voix, ça passe pas à l'enregistrement. Donc merci de parler dans le micro. Il n'y a pas de questions, c'est toujours pour la première question. Donc je pose la première question. Est-ce que vous avez étudié aussi les échanges, en fait, éventuellement, outre Airbnb, les échanges d'appartements, ou est-ce qu'il y a une géographie particulière ou... Alors oui, j'ai une étudiante qui a fait un travail sur, c'est un site qui s'appelle notamment le Home Exchange. Donc vous pouvez mettre vos annonces, vous pouvez échanger d'appartements avec partout dans le monde. Et donc on a participé tous les trois aussi aux rencontres de Home Exchange, et donc en fait il y en a partout en Île-de-France, des gens qui prêtent leur maison en échange, mais des fois cet échange peut être décalé dans le temps d'une autre maison. Et donc c'est très intéressant parce que les gens nous disent, vous avez 20 mètres carrés à Paris, vous vous retrouvez avec un hôtel particulier à Hawaï. Enfin voilà, Paris est tellement désirable, il est tellement compliqué de se loger à Paris que voilà, ça crée
le fait d'avoir un bien dans Paris, voilà. Et donc ça fonctionne très très bien. En tout cas, les gens qui sont sur ce site, et ce que montrait cette étudiante, c'est que dans l'ensemble de l'Île-de-France, il y a beaucoup d'échanges, même en grande banlieue, les gens viennent du monde entier, et donc il y a beaucoup de Parisiens qui ne partent en vacances plus que comme ça. Et donc ils vont créer des échanges un peu différents que s'ils allaient à l'hôtel, évidemment. Merci pour votre conférence très intéressante. Je voulais savoir si finalement maintenant les touristes viennent moins pour voir que pour échanger avec les Parisiens ou pour échanger. Alors en quantité, non. C'est-à-dire qu'en quantité, en fait la question c'est encore une fois le nombre de fois où on revient. Si on compte en nombre de personnes, la première motivation en nombre de millions de personnes, ça va quand même être de faire ce qu'on appelle les Big Five, enfin voilà, le Louvre, la Tour Eiffel, etc. Donc il y a cette chose-là, il y a ce qui est obligé. Et une fois qu'on a fait ce qui est obligé, parce que c'est une question de reconnaissance, il faut avoir reconnu ce qui a été vu par tous les guides précédents et toutes les visites précédentes, et puis il faut être reconnu socialement dans son pays quand on revient, parce que si on dit on a fait un tour à Château-Rouge et on n'a pas vu la Tour Eiffel, vous voyez, c'est compliqué. Donc voilà, ça c'est la première visite. Mais au bout d'un certain nombre de visites et dans certaines catégories sociales, ça n'est pas d'être allé à la Tour Eiffel qui va compter, c'est d'être allé à Château-Rouge. Donc en fait, il y a en quantité plus de gens qui vont à la Tour Eiffel, mais en fait il y a à la fois ça dépend de l'origine sociale, géographique, mais aussi de la culture touristique de la personne, depuis combien de temps elle vient, de la culture touristique du pays, en fait, de sa connexion avec la France. Mais en nombre, voilà, il faut quand même rester... ça se développe beaucoup, l'offre, mais en nombre de millions de personnes, à la Basilique de Saint-Denis, qui est quand même un lieu, on va dire, classique, il y a 300 000 visiteurs. Quelque chose comme ça, à la Basilique de Saint-Denis. Vous voyez, 200 000. 200 000, ok. Donc vous voyez, on est quand même dans un truc. Voilà, la Basilique de Saint-Denis, vous pouvez vous promener, voir tous les tombeaux des rois de France. Vous êtes tout seul, d'accord. Donc on n'est pas dans des flux qui auraient bougé. Après, c'est aussi un enjeu pour Paris, la destination de Paris elle-même, puisque de façon quasi proverbiale, on dit que les Parisiens sont pas très sympas. Donc la promotion des, par exemple, Parisiens d'un jour, qui est l'équivalent des greeters, c'est-à-dire les habitants qui font gratuitement des visites pour les touristes. Donc Parisiens d'un jour, c'est quelques milliers de visites par an, très loin des 45 millions de visiteurs qui viennent à Paris chaque année. Donc on est sur de l'infinitésimal. Mais en revanche, c'est hyper valorisé, on communique beaucoup dessus, parce que ça permet de montrer une autre image des Parisiens et de mettre en scène l'échange. Après, il y a aussi une réponse un peu plus modeste de notre part, parce que je pense que Airbnb pourrait nous permettre éventuellement de montrer ça, mais on n'a pas encore assez d'éléments pour le moment de nos enquêtes pour savoir si le choix d'Airbnb de façon de plus en plus importante par les touristes, et il y a un effet d'opportunité, c'est moins cher, c'est plus disponible et on peut se faire à manger sans toujours aller dans une brasserie parisienne, ou s'il y a réellement une sorte de volonté de découvrir un mode de vie parisien, etc. Donc là, ça demanderait des enquêtes plus approfondies de notre part pour aller dans ce sens-là. Et ça peut avoir un effet différent, c'est-à-dire que comme les gens vont se retrouver dans un appartement à Belleville auquel ils n'avaient pas pensé, même s'ils vont aller à Tour Eiffel, ils vont se promener à Belleville. Alors que s'ils étaient dans un hôtel proche de la Tour Eiffel, ils ne seraient jamais allés à Belleville. Donc ça va aussi avoir ce type, enfin c'est ce qu'on pense, c'est ce qui semble se dessiner, de reconfiguration des pratiques par rapport simplement là où les gens dorment. Merci. Je voulais apporter juste une petite note humoristique. Un roman de Guy de Maupassant, publié en 1901, qui s'appelle « Les dimanches d'un bourgeois de Paris ». C'est un petit bouquin de 180 pages, plein d'humour et de clins d'œil, qui nous entraîne dans une grande promenade dans le Paris du 19e siècle. Ça se passe à la charnière entre le Second Empire et la Troisième République, et ça vous met bien dans l'ambiance, et c'est vraiment amusant. Voilà. On doit justement travailler sur le dimanche, donc le dimanche d'un bourgeois de Paris. Les dimanches d'un bourgeois de Paris, par Guy de Maupassant. Moi, j'ai une vieille édition qui date de 1998. Je ne sais pas où vous pouvez en trouver. Merci. C'est facile à trouver. Merci beaucoup. Bonjour. Est-ce que vous auriez des ouvrages de référence en termes d'anthropologie qui expliquent la fascination des touristes étrangers, leur imaginaire, en particulier les touristes américains? La fascination, pourquoi? Pour Paris? Ou pour le tourisme en général? Ou pour non, c'est un peu vague. C'est par rapport au film Midnight in Paris de Woody Allen, d'expliquer s'il y a des ouvrages d'anthropologie qui expliquent tout leur Paris fasciné et réimaginé. Alors il y a un ouvrage, il n'a jamais été traduit en français, il y a un chapitre qui est traduit en français qui s'appelle The Tourist,
qui est paru en 1976, d'un auteur américain qui s'appelle Dean McCannell et qui est devenu un peu le théoricien de l'anthropologie du tourisme. Et lui, il fait toute son enquête sur les Américains à Paris. Et c'est là où il montre que, en fait, le touriste est dans la même logique postmoderne. En fait, ce qu'il dit, c'est que le touriste américain à Paris se fuit lui-même en permanence. Et le problème, c'est que le tourisme détruit ce qu'il désire. Et c'est le problème du touriste, c'est que finalement, il cherche l'authenticité et sa présence même rend inauthentique les lieux. Donc, il va toujours aller chercher un peu plus loin. Et il y a toujours des gens qui vont organiser pour lui cette arrière-scène. Donc, il voit qu'il est dans un spectacle. Il veut échapper à ça. Il veut sortir de la salle. Il veut aller voir dans les coulisses. Et là, hop, on lui a mis en scène les coulisses. Alors, il va aller chercher d'autres coulisses. Et il va faire cette quête de l'homme moderne qui veut échapper à la modernité. Et donc, il montre que c'est ça qui est cherché par les Américains. Alors, on est plutôt Américains cultivés. Mais par contre, il y a d'autres travaux qui travaillent sur le tourisme asiatique qui montrent que finalement, il peut y avoir un effet inverse de vouloir certaines catégories sociales, chercher la modernité. Donc c'est pas tous les touristes qui sont dans cette quête, mais on va dire que les touristes qui veulent pas être touristes, parce que c'est quand même très commun au tourisme, être des voyageurs, et à Paris c'est pareil, ils vont vouloir échapper à ça, et ça ne les rattrape toujours. Voilà. Il y a aussi un ouvrage de Sophie Corbier, l'allemand, et Didier, qui s'appelle Paris, résidence secondaire, qui évoque la résidence secondaire. C'est une figure intéressante parce que justement elle participe de ce brouillage entre le touriste et l'habitant. On développe des habitudes, on devient un habitué, habitude. Donc il y a notamment des résidents secondaires américains qui sont interviewés et on voit comment ils construisent un appartement à l'image du Paris rêvé qu'ils ont et d'un mode de vie parisien. Donc un imaginaire de la parisianité d'une certaine façon. Mais c'est vrai que c'est un film qui est hyper intéressant de ce point de vue-là et que je conseille aux étudiants comme introduction un peu aux imaginaires touristiques. Si je peux me permettre, il y a une conférence dans le cycle sur les Américains à Paris de Nancy Green qui distinguait les touristes et les résidents et la colonie américaine qui justement voulait se distinguer de ces vulgaires touristes. Et donc vous pouvez l'écouter en ligne, parce que j'en profite pour dire que donc les conférences sont enregistrées, vous pouvez les écouter en ligne. Et donc même si vous avez raté cette belle conférence, vous pouvez la retrouver sur le site en passant par le site de la mairie de Paris, culture, histoire et patrimoine, mémoire, vous descendez. Vous la trouvez. Vous pouvez passer par YouTube aussi, mais vous n'aurez pas les images, alors que si vous passez par le site de la mairie de Paris, vous aurez les images. Et pour rebondir aussi, la prochaine conférence est sur les touristes afro-américains à Paris le 4 mars. Donc il sera question à la fois de cette histoire des Noirs américains à Paris et de réinvestissement par des circuits actuels de ces... Voilà. D'autres questions? Bon, alors s'il n'y a plus de questions, il me reste à remercier les conférenciers pour cette conférence d'aujourd'hui et vous remercier, vous, de votre présence. Merci à vous. Merci.